Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est C'est ça. ça. Na, 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 na. Alors aujourd'hui, encore une petite vidéo FAQ parce que je déborde de questions. Je déborde de questions dans tous les sens au niveau d'Instagram, au niveau de l'email de la chaîne, au niveau des commentaires. Ça arrête plus. C'est des questions en plus que j'ai regardées. Évidemment, ça va rejoindre le plus grand nombre, hein. Tu le sais, comme d'habitude, je fais toujours ce genre de vidéo FAQ en sélectionnant des questions qui vont vraiment intéresser pas mal de monde a priori. J'essaye aussi quand même de répondre aux autres questions quand je le peux, hein. Je te l'ai déjà dit, tu le sais, je suis pas mal débordé. Donc, encore une vidéo FAQ. A priori, les questions ont pas mal, ont pas mal été démultipliées, je te dirais, ces temps-ci. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec les lives, mais du coup, ça me permet d'en parler tout de suite, hein, du live, une belle transition. J'ai fait un live encore avec mon ami Borguillot le week-end dernier. Tu verras le lien du live dans la description de cette vidéo-là. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller le voir. Encore une fois, c'est un petit peu le même procédé que le live dernier. C'est-à-dire que, évidemment, je parle beaucoup, pour commencer. Évidemment, je parle toujours beaucoup. Et aussi, tu vas avoir un petit peu, bon, on va parler un petit peu du Québec dans son ensemble. Ça, c'est un petit peu de l'improvisation. On discute entre nous. Il y a des gens qui posent des questions. Et finalement, ça amène par soi-même des thèmes. Donc, on répond un petit peu à des thèmes, l'alcool, le machin et tout ça, comment ça se passe. Je pense à l'alcool parce qu'à un moment donné, on avait parlé des heures, par exemple, de vente, quel magasin vend de l'alcool, à quelle heure, etc. Et également, c'est le Mario. Et, euh, et également, tu vas avoir aussi oui, c'est un Mario, c'est un jeu électronique que tu as acheté. C'est assez cool. Ouais, C'est ça. c'est ça. Et là, Voilà, ça fait du bruit. c'est ça. Et là, il vole comme ça. Cool. Et donc voilà, donc on parle un petit peu de tout ça. Il y a des anecdotes, comme j'avais fait la dernière fois, où je parle des anecdotes qui sont plus ou moins comiques. C'est sûr que moi, quand je les avais vécues à l'époque, c'était pas drôle, mais maintenant c'est drôle. Moi-même, j'en ris, c'est sûr. Et on répond aussi à des questions. C'est aussi un live qui a duré également 3 heures et quelques, comme la dernière fois, la même durée. Donc c'est quand même assez long, assez conséquent. Donc si tu veux le voir au complet, il n'y a pas de souci. Sinon, tu peux aussi aller regarder certains bouts si tu en as envie. Il y a des périodes de questions un petit peu au début, un petit peu au milieu et beaucoup à la fin. Donc tu peux quand même aller voir au niveau des questions s'il y a des questions qui te rejoignent et qui pourraient éventuellement t'intéresser. Je vais mettre le lien du live dans la description. J'aime beaucoup faire ça avec Borgio. On a une belle alchimie ensemble, ça fonctionne très bien. C'est fun à faire. C'est intéressant. Et je pense que ça aide beaucoup de monde et c'est sûrement un petit peu divertissant aussi, c'est sûr. Et je parle beaucoup, comme d'habitude. Ça change pas. Après, tu vois que mon décor a un petit peu changé, hein, Noël oblige, donc j'ai bougé un peu ma chaise. Moi, je fais toujours des vidéos, mais je veux pas embêter ma maison et je veux pas embêter ma famille. Donc ma famille continue à vivre à côté de ça. Donc les cadeaux sont là en arrière, mais c'est pas un problème, ça fait Noël. Et j'ai mis mon petit pull, mon Moi pull aussi. tout lait. Toi, ton pull, il est beau. Ouais, toi, Ouais. t'as un beau pull et tout de Noël. Moi, j'ai vraiment un pull lait. Alors ça, je l'avais dit dans le live, je vais l'expliquer si tu l'as pas vu. En fait, il y a une tradition ici. Lui, Liam, il y a un très beau pull. Quand même des très beaux pulls de Noël, mais il y a une tradition ici en Amérique du Nord d'avoir des pulls de Noël hyper laids, mais vraiment les plus laids possibles et que tu peux mettre. Donc moi j'ai celui-là, je le trouve vraiment laid, mais en même temps, je sais pas, c'est concept, parce que ma tête c'est la tête du Père Noël, donc je trouvais ça cool. Donc je l'ai mis dans le live et j'ai dit, ah, je vais le mettre aussi pour la vidéo parce que je fais la vidéo le lendemain du live, même si finalement je mets un peu de temps pour la monter et qu'elle est diffusée sur la chaîne pas mal de temps après. Donc voilà, le pull de Père Noël, le tien est super top. En plus, toi, c'est vrai, t'as le bonnet en plus. Ouais, j'ai le bonnet, mais le bonnet, je sais plus où il est. Fait que. Ouais, mais là, t'en as un sur ta tête. Wow. Un Du sapin. coup, Un sapin de Noël. ah, je suis un sapin. Donc, je vais commencer tout de suite avec une question qui m'a été posée dans les commentaires sur YouTube de Asma Bellal. Donc, je vais résumer ta question. C'est quoi les exigences dans le cas d'un couple non marié? Mon copain algéro-français est résident permanent du Canada à partir de France depuis 2012. Qu'est-ce qu'il me faut pour le rejoindre et combien de temps devrions-nous nous marier puis attendre un an avant de pouvoir commencer la résidence permanente pour moi?
Donc le fait de se marier déjà, c'est quelque chose que honnêtement je déconseille pas mal aux gens parce que le Canada est très au courant qu'il y a des gens qui essayent de se marier pour pouvoir obtenir la résidence permanente et plus tard la citoyenneté canadienne. Et du coup, ils font des enquêtes très très sérieuses à ce niveau-là. Tu as sûrement déjà dû voir des films américains hein, ou des comédies ou quoi où ils en parlaient. Mais en fait, c'est pas mal vrai. Et c'est comme ça que ça se passe ici au Canada. Donc le fait de se marier ne te donnera pas nécessairement, en fait, ça te donnera aucun avantage au niveau de la résidence permanente ou quoi que ce soit. Donc le conseil que je te donnerais, c'est que tu te maries ou non. Tu peux te marier, c'est pas la question. Si tu as réellement envie de te marier, c'est très bien, marie-toi. Mais de ne pas utiliser le mariage pour obtenir la résidence permanente. Si tu te maries et que c'est réellement ton intention, comme je l'ai dit, il faut t'attendre à ce qu'il y ait quand même une enquête. Ils peuvent même venir chez toi hein, pour enquêter et voir s'il y a de la crédibilité en arrière de ça. Alors, marié ou non, mais en fait, marié, il y a conjoint de fait. Avec le conjoint de fait, ça va fonctionner aussi. Ce qu'ils estiment ici, le terme conjoint de fait, donc tu es avec quelqu'un, concubinage, je pense qu'on dit en France. Tu es avec quelqu'un depuis vraiment longtemps, donc c'est clairement pas, ça peut être même le père ou la mère de tes enfants, c'est clairement pas comment on dit, un colocataire quoi. C'est clair, le gars c'est le gars ou la fille qui est en couple avec toi. Donc tu peux parrainer ton conjoint de fait, tu peux aussi parrainer ton époux ou ton épouse. Donc tu vas devoir, marier ou pas, c'était ça mon point, passer par le parrainage, c'est une obligation. Ça se fait très très bien par exemple. Il faut que tu saches, je vais mettre un lien dans la description sur le parrainage. J'avais fait une vidéo sur le parrainage, donc tu peux aller la voir, je vais sûrement la mettre ici au montage comme d'habitude. Tu peux aller la voir, ça va être sûrement très intéressant pour toi à voir les différentes informations par rapport à ça. Et tu verras dans le lien de la description de cette vidéo-là, tous les endroits, les sites gouvernementaux où est-ce que tu dois aller pour faire la procédure du parrainage. Je te renvoie à la vidéo, donc je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Évidemment, tu dois, globalement, je vais schématiser, mais tu es responsable de la personne pendant 3 ans et tu es responsable aussi de la personne, comment dire, financièrement. Donc ça veut dire que la personne qui va venir ici, par exemple, ne peut pas profiter, j'ai du mal, ne peut pas profiter des prestations sociales du Canada, d'accord? Donc ça c'est une condition sine qua non. Et évidemment, la personne parrainée, elle est parrainée et parce qu'elle est parrainée, elle est dans le processus de demander la résidence permanente. C'est ça le principe de base. Et toi, tu es un petit peu le répondant, hein, c'est ça qu'ils disent. Quelque part, le requérant aussi, c'est-à-dire que tu es la personne qui se porte garante pour la personne qui est parrainée. Ça répond à ta question. La personne qui est parrainée, qui vient au Canada, doit toujours aussi, ils l'écrivent partout, sur le gouvernement du Canada, sur les sites du gouvernement du Canada, un statut légal. Donc ça veut dire que tu dois être soit visiteur, hein, tu peux avoir le statut de visiteur, il n'y a pas de problème, ou travailleur, ou étudiant. Quand tu es parrainé, tu as la possibilité aussi, c'est à toi de te renseigner, d'avoir, sans être un résident permanent, un permis de travail ouvert. Tu as cette possibilité-là. Donc tu as des démarches à faire, c'est toujours à toi de les faire, c'est toujours comme ça que ça finit, hein, on ne peut pas les faire à ta place. Donc tu te fais parrainer par ton époux ou ton épouse, et après ça, tu fais les démarches pour obtenir un permis de travail ouvert par exemple, et tu peux effectivement fonctionner avec un permis de travail ouvert. Si je repense à mon ami Borguillot justement, lui il fonctionne de cette manière-là, mais il a quand même été capable d'aller chercher ici la RAMQ, la Régie d'assurance médicaments du Québec, donc d'être couvert au niveau de la santé. Donc il faut que tu te renseignes là-dessus. Je sais que c'est possible, puisque j'ai l'exemple de mon ami, mais Borguillot, que je salue, c'est possible. Et donc, informe-toi et passe par là et sois couvert au niveau de la santé, c'est quand même mieux. Donc oui, se faire parrainer, c'est ça la réponse. Autre question de Lily Del, encore une fois, salut, j'ai oublié de saluer tout à l'heure, je salue tout le temps tout le monde, Asma Bellal, Lily Del aussi, je vous salue. Donc question aussi dans les commentaires, encore avec le parrainage, donc je continuais, vu que j'ai répondu à la première question, la réponse était le parrainage, je me suis dit on va continuer avec la deuxième question qui est sur le parrainage. Le parrainage stipule qu'il faut être, ça c'était ton commentaire, qu'il faut être orphelin, Lily, qu'il faut être orphelin, sauf erreur de ma part. Comment faire pour être parrainé par ma sœur? Oui, tu as raison, quand c'est des frères et sœurs, si tes parents sont encore en vie, tu ne peux pas être parrainé. Donc effectivement, c'est impossible. Ta sœur ne peut absolument pas te parrainer à partir du moment où tes parents sont encore en vie. C'est un petit peu comme ça, triste, je te dirais, comme manière de procéder. Malheureusement, c'est la réalité. Donc il va falloir que tu fasses autrement. En fait, tu vas réellement avoir des démarches à faire
par toi-même. Je pense que ta sœur ne peut pas nécessairement t'aider là-dessus. Si elle a la résidence permanente, elle peut peut-être se porter comme requérant principal, mais comme elle l'a eu vraiment auparavant, normalement requérant principal, c'est quand par exemple tu as un conjoint, un époux ou une épouse et vous faites toute la famille et votre résidence permanente ensemble, et le conjoint par exemple, je vais dire le mari ou la femme, a plus de points dans sa grille de sélection, hein. Tu sais qu'il y a la grille de sélection qui fonctionne au niveau de la procédure administrative. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir plus de points à cause de son expérience professionnelle, à cause de ses diplômes, etc. Il va devenir le requérant principal et quelque part, les autres vont pouvoir un petit peu comme ça coller à la résidence permanente du mari ou de la femme. Et ça va être plus facile pour eux de faire les papiers parce qu'ils vont moins vérifier, ils vont juste demander de l'administration, c'est tout. Et tu vas pouvoir faire tes papiers en même temps que ton mari ou ta femme. Là, vu que ta soeur de toute façon est déjà, dans ton cas, je pense que c'était en Saskatchewan si je me souviens bien, je ne me souviens plus exactement, mais elle est déjà au Canada depuis vraiment longtemps. Donc à partir de là, il va sûrement falloir que tu fasses tes démarches tout seul. Tu as plein de possibilités, hein. Tu peux réellement aller chercher un visa d'étudiant, un permis de travail, la résidence permanente. Je sais que le PVT fonctionne aussi, PVT Canada, pour 2 ans si par exemple tu es français, 1 an si tu es belge. Le PVT peut être une solution aussi dans ce cas-là, où tu peux venir et pendant que tu es ici avec un statut légal, faire des demandes pour la résidence permanente. Et étant donné que tu es au Canada, directement sur place au Canada, vu que toi c'était en Saskatchewan, me semble-t-il, à partir de là, tu vas avoir plus de points sur ta grille de sélection. C'est toujours ça, le fait d'être sur place, ça donne plus de points pour pouvoir obtenir la résidence permanente éventuellement. Donc, je pense que oui, il va falloir que tu fasses pas mal les démarches tout seul pour répondre à ta question. Voilà, je terminerai là-dessus. Autre question de la zone 13. Salut la zone 13. Donc, question. Bonjour, c'est encore dans les commentaires me semble-t-il. Bonjour, petite question. Je vais venir au Canada l'année prochaine pour mes études et j'ai très envie de me prendre une voiture. Savez-vous si j'en ai le droit ou s'il me faut un certificat spécial? Tu peux me tutoyer, on se tutoie sur la chaîne, c'est plus simple. C'est comme ça que ça fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça. Non, t'as pas besoin de certificat spécial. En fait, au Québec, j'avais fait une vidéo sur le permis de conduire que tu peux aller voir si tu veux, tout est expliqué en détail. Ici au Québec, tu peux conduire pendant 6 mois avec ton permis de conduire. Au-delà de ça, il va falloir que tu ailles demander, j'en avais parlé je pense dans la vidéo du permis de conduire justement, le permis de conduire international. Ça c'est des démarches que tu vas pouvoir faire directement de ton pays d'origine, peu importe ton pays, il n'y a pas de souci. Si tu veux rester vivre ici au Québec, il faut que tu saches une chose, ou si par exemple tu es étudiant et que tu vas être là pendant plusieurs années, tu as 90 jours pour changer ton permis de conduire français en permis de conduire québécois. Et là, en fait, c'est juste une formalité administrative. Tu vas payer de l'argent, prendre des photos, faire ton permis et c'est tout. Au-delà de 90 jours de cette période-là, il faudra que tu repasses le théorique et le pratique, hein. Donc, il faut que tu repasses réellement l'examen théorique et pratique. Donc, moi, je donne toujours le conseil, quand tu arrives ici au Québec, de tout de suite aller à la SAC, à la Société d'assurance automobile du Québec, et changer ton permis. Ça se fait très bien, ça se fait très facilement. Tu vas directement là-bas, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous, tu fais la queue parce qu'il y a toujours du monde, et tu payes parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Tu changes ton permis, la seule condition c'est d'avoir une adresse, mais à partir du moment où tu es ici, tu as une adresse, il n'y a pas de souci. Ta question, c'était plus précisément pour acheter ou louer une voiture si tu es étudiant. À partir du moment où tu vis ici et que tu as un statut, si tu as ton permis de conduire, évidemment, ça c'est pour acheter ou louer une voiture, c'est la condition sine qua non. Il faut que tu aies 2 choses, un permis de conduire et un compte en banque. Mais à partir de là, si tu es étudiant, permis de travail, peu importe ton statut, si tu as un permis de conduire ici au Québec et un compte en banque, tu peux acheter une voiture, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Et la revendre, si par exemple tu restes ici, tu es étudiant 1 an ou 2, tu la revends avant de retourner dans ton pays. Donc il n'y a pas de souci, oui évidemment tu peux le faire, ils ne te l'interdiront pas, les concessionnaires font un max de pognon là-dessus, c'est clair que non, ils ne vont pas t'interdire d'acheter une voiture, surtout si tu as l'argent pour faire ça. Pas besoin de certificat spécial, permis de conduire, compte en banque, c'est tout. Ensuite, un email de Loïs, donc je te salue Loïs, c'était par rapport à ta situation d'enseignant. Donc je vais résumer ton email parce qu'il était quand même très très long. Je compte m'inscrire dans une faculté francophone au Canada hors Québec pour réaliser un bac en éducation.
Mon ambition est donc de devenir enseignant francophone au Canada anglophone, ce qui est une très bonne idée, pourquoi pas. Ma problématique est la suivante. Si je suis diplômé d'un bac en éducation et que je compte déménager après mes études dans une autre province, que dois-je faire pour être agréé comme enseignant dans ces autres provinces? Alors déjà, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça au Canada. Il n'y a pas besoin d'être agréé. En fait, à partir du moment où tu as fait ton bac en éducation, que tu es enseignant, que tu as fait ton stage, je te renverrai à la vidéo que j'avais fait sur le permis probatoire en enseignement. C'est une vidéo où j'expliquais effectivement comment tu peux devenir enseignant quand tu viens notamment de France. Mais je pense que ça fonctionne aussi pour d'autres pays, donc ça il faut que tu te renseignes, c'est sûr. Là-dessus, c'est vraiment varié. À partir du moment où tu as ton permis d'enseignant, de toute façon, tu vas pouvoir enseigner pas mal, je te dirais, partout au Canada. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que récemment, ils ont, justement, avec le permis probatoire d'enseignement, facilité l'accès au job d'enseignant pour les Français notamment, parce que c'est un métier qui est en pénurie. On a besoin de beaucoup d'enseignants ici. Donc, c'est certain déjà qu'en venant de la France, tu as des facilités. En ce qui concerne le Canada, les études sont très équivalentes d'une province à une autre, surtout en éducation, même si c'est en anglais. Donc, si tu démarches de toute façon de la commission scolaire, ou tu démarches l'endroit où, voilà, la commission scolaire de la province où tu vas, en expliquant ton cas, il y a de fortes chances que de toute façon tu puisses directement enseigner. Je sais qu'il existe aussi un système d'équivalence de diplôme pour la partie anglophone au Canada, donc tu pourrais passer par là. Mais d'après moi, ça va être très facilité. Donc à partir du moment où tu as un baccalauréat en éducation, peu importe où au Canada, tu ne devrais pas avoir de problème pour enseigner. Après, c'est par rapport au stage, ça c'est différent. Ils demandent toujours d'avoir une expérience professionnelle dans la province où tu es. Donc il est possible que tu passes par le phénomène de stage, même si tu as déjà enseigné ailleurs. Ça, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend des provinces, ça dépend des systèmes. Il faut vraiment te renseigner, mais pas de crainte à avoir, pas réellement, je te dirais, de nouvelles études, de nouveaux processus administratifs complexes à faire pour enseigner d'une province à une autre. Je ne penserais pas, honnêtement. J'avais l'exemple d'ailleurs, ça me revient en tête en parlant, mais juste là, tu vois, c'est vraiment un exemple, vraiment un très bon exemple. Un ami, sa fille était enseignante au Québec et elle avait eu un contrat dans le Nunavut, qui est donc la partie plus au nord du Canada, donc c'est pas mal un territoire d'Inuit. Elle avait eu un contrat là-bas pour enseigner, elle était enseignante de français et son mari était enseignant en éducation physique et il avait pu aussi aller avec elle, ils avaient eu tous les deux un contrat. Et c'est pas la même province. Et ça a bien fonctionné, ils n'ont rien demandé du tout. Ils ont juste demandé son diplôme, je regarde ma campagne, mais je parle pas de ma campagne en même temps, mais ils avaient juste demandé en fait son diplôme, son expérience professionnelle qu'elle avait eue au Québec, et il n'y a pas eu de problème, elle a enseigné au Nunavut, ça s'est très bien déroulé. Donc, voilà, j'aurais dû dire ça dès le début. Ensuite, une question sur Instagram de Amari Aimem, j'espère que je prononce bien ton nom, salut. Je suis une personne handicapée et étudiant à l'université. Je recherche des informations sur l'immigration liée aux personnes handicapées, l'aide financière et les installations universitaires. Alors, d'abord, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je te renverrai à cette vidéo-là, je pense qu'elle va beaucoup t'intéresser, qui s'appelait Santé et handicap. Donc, elle va sûrement être là-haut. C'est le jeu de lire, ça. Donc, santé et handicap. Tu vas pouvoir aller voir, je parle pas mal de ça, je parle notamment du fardeau excessif. Le fardeau excessif est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il faut que tu saches une chose tout de suite, je pense que ça va te soulager, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont stressés parce qu'ils vivent en situation de handicap. Ici, le Canada, c'est un pays qui est très ouvert par rapport à ça. C'est un pays qui a conscience de la situation des personnes qui peuvent être handicapées. Donc il y a beaucoup de facilité, ne serait-ce que, donc toi tu parlais par exemple des installations. Les installations ici sont pensées pour ça. Si tu vas à la banque, tu vas toujours avoir une rampe d'accès pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, avec un guichet qui va être plus bas pour les personnes en fauteuil roulant. Les universités vont avoir un accès. Il y a des accès, même dans le métro, même des fois les bus, il y a des bus qui descendent plus bas pour que la personne puisse monter. Donc il y a vraiment beaucoup d'accès. C'est très pensé ici au Canada. C'est très ouvert là-dessus. Il y a aussi la diversité, et ça c'est obligatoire au niveau des jobs. Donc si quelqu'un se présente, on va toujours engager ce qu'ils appellent ici des minorités visibles.
Donc si quelqu'un se présente et par exemple, je vais dire autochtone, quelque chose au hasard, dans tel job où il n'y en a pas beaucoup, alors là, tu vas avoir plus de chances peut-être d'être embauché que on va regarder dans tous les dossiers qu'il y a et toi tu vas peut-être avoir plus de chances. Et c'est la même chose pour les personnes qui sont handicapées, je reprends ton terme, handicapé. C'est un terme que j'aime pas beaucoup, j'aime plutôt le terme, comment on dit ici, mobilité réduite. C'est ça, mobilité réduite. Et donc, mais bien que le terme soit, c'est pas pour en dire. Donc c'est pareil, ton dossier va être au-dessus de la pile. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'avait posé la question par rapport à sa femme qui était aveugle et secrétaire, mais elle va quand même pouvoir, je lui avais répondu favorablement, je pense que c'était dans le dernier FAQ d'ailleurs, oui elle va pouvoir effectivement être de toute façon pouvoir travailler dans son job sans aucun problème et ça va être accommodé et ça va très bien fonctionner. Donc faut pas que tu oublies ça, le Canada c'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui fonctionne sur la diversité, l'inclusion, l'intégration. Ça ce sont des choses qui sont vraiment inhérentes à la constitution canadienne, donc pas de souci par rapport à ça. Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite, ça va peut-être se jouer par rapport à ton immigration vis-à-vis du fardeau excessif. Ça c'est toi qui dois aller voir ça directement parce que c'est du cas par cas, donc je te renvoie à la vidéo. Dans la vidéo, tu verras qu'il y a tous les liens dans la description, comme d'habitude. Autre question sur Instagram de Popo2003. Salut Popo2003. Par rapport au job d'enseignant, donc pareil, je vais quand même pas mal résumer ta question. Admettons que j'ai réussi le test de langue et que je suis toujours en France, que se passe-t-il? Alors pour le test de langue français, le TCF, TEF, etc., il y a une date de validité, comme tout. La CAC, ceux qui ont le certificat d'acceptation du Québec, date de validité, etc., CSQ, il y a une date de validité. Il y a une date de validité sur tout ce que tu peux passer dans les processus administratifs. Donc si ta date de validité est expirée, pour ce test-là, il va falloir que tu le repasses, c'est obligatoire. Pour le certificat d'acceptation du Québec, par exemple, tu n'as pas besoin de le refaire parce qu'en ce moment, il y a des lenteurs administratives. Donc, ils acceptent que tu puisses, tu fais juste dire, voilà, la demande, parce que la plupart du temps, tu es dans le processus de la demande administrative, tu te rends compte que ton cas est dépassé, ils t'ont toujours pas donné de réponse, donc tu leur envoies en le disant, mais eux, ils le savent, et ils vont dire non, mais on le renouvelle automatiquement. Donc là, les cas de figure avec le coronavirus sont un petit peu différents par rapport au processus administratif, mais ce qui en est du test de français, si toi, tu expliques en plus que tu es encore en France, donc tu n'es pas encore au Canada, si ton test est plus valable, il faudra que tu le repasses. Si tu es au Canada et que le processus est trop long, t'inquiète pas, ils sont au courant, tu as déjà entamé ton processus par exemple voilà, d'immigration, c'est dedans, le test il est plus bon à arriver à une certaine date parce qu'ils prennent trop de temps, mais eux ils le savent, donc ils ne le feront pas repasser. On voit encore une fois que c'est un peu du cas par cas, ça dépend vraiment de ta situation. Après tu dis je dois mettre des CV un peu partout car il faut faire de la suppléance au début, tu parles du job d'enseignant. Quel est le salaire d'un débutant, d'un enseignant immigré français? Est-il le même que pour les Canadiens qui viennent de débuter dans le métier? Le salaire d'un enseignant débutant est le même pour tout le monde, canadien ou pas, ça change rien à partir du moment où tu es enseignant au Canada. La suppléance au début, oui, en effet, tous les enseignants passent par là parce qu'au départ, tu n'as pas de poste. Ce sont des jobs qui fonctionnent comme tous ces jobs-là, syndiqués avec de l'ancienneté. Donc à partir de là, tant que tu n'as pas fait ton ancienneté, on va te demander d'aller faire des remplacements à droite à gauche. Ça peut durer plusieurs mois, c'est certain, mais beaucoup d'enseignants passent par là et c'est quand même pas si mal. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui font des remplacements long terme. Donc on voit que tu peux faire un remplaçant et ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans des fois dans une école. Il y a beaucoup, par exemple, si je prends cet exemple-là, beaucoup d'enseignantes qui s'en vont en congé maternité. Ces congés-là durent la plupart du temps pour une bonne année. Donc tu es quand même dans une école pour une bonne année et après tu peux avoir un poste. C'est pas si mal. Et pour te faire embaucher, ça répond un petit peu à la même question à laquelle j'avais répondu plus tôt dans la vidéo. C'est un job qui est en pénurie, qui est très demandé. Donc pas de souci à partir du moment où tu as ton permis d'enseignement. Ici c'est un brevet d'enseignement que ça s'appelle exactement. Je ne sais plus le terme exact, mais je sais que c'est un brevet. À partir du moment où tu as ton brevet d'enseignement, donc tu as répondu à tous les critères au niveau des cours et tout qui sont à demander, que ce soit par équivalence ou que tu aies suivi les cours ici au Canada, il n'y a pas de problème. Tu sais sûr que tu vas avoir un job, il n'y en a pas de souci. Tu vas travailler comme enseignant, à ton niveau. Si tu es enseignant à l'université, ça va être à l'université, cégep ou secondaire, ça dépend de tes études, je ne les connais pas. Mais peu importe, ils demandent des enseignants un peu partout, donc il n'y aura pas de souci, tu vas trouver un job très facilement
Tu feras un petit peu de suppléance au début et ça va très bien se passer par après. Il faut que tu saches une chose, je t'amènerai là-dessus sur le permis probatoire d'enseignement, j'en avais parlé. Le stage, il compte aussi pour le nombre d'heures hein, que tu peux avoir justement dans ton ancienneté. Donc si tu fais valider ton stage dans ton nombre d'heures, et ben justement ça te fait gagner un petit peu d'ancienneté par rapport aux autres et peut-être avoir un poste un peu plus rapidement. C'est une petite astuce. Et on y va avec la dernière question déjà. Je sais pas si déjà, en tout cas. Incredible Cull, salut Incredible Cull encore sur Instagram. Question par rapport, encore une fois je vais résumer parce que c'était vraiment long, mais c'est une question par rapport au casier judiciaire. Aurais-tu écrit une liste des extraits de casier judiciaire demandés pour l'entrée au Canada? Je ne sais pas c'est quoi exactement, s'il existe une liste des extraits de casier judiciaire demandés, je ne sais pas c'est laquelle. Ça c'est administratif donc je ne sais pas du tout. Oui, tu résumais comme quoi, voilà, des petits délits, par exemple, tu te fais arrêter, dans ton cas, t'en parles en état d'ébriété ou peu importe, au volant de ta voiture. Ça va être, c'est pas un gros délit, on s'entend, hein, t'as tué personne. C'est des choses qui arrivent. Mais ça va quand même être écrit à ton casier judiciaire, peu importe ce qui arrive. Et dans mon cas, j'en avais parlé d'un ami qui avait voulu venir avec moi au Canada et qui n'avait pas pu parce que justement, il y avait eu cette infraction-là au niveau du code de la route. C'était inscrit sur son casier judiciaire et il avait été refusé au niveau de l'immigration au Canada pour un certain nombre d'années d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Oui, si tu as un casier judiciaire, c'est sûr, c'est deux choses qui sont demandées, hein, l'examen médical et le casier judiciaire. Il faut absolument qu'il soit vierge, qu'il n'y ait rien dessus, sinon tu ne pourras pas immigrer au Canada. Ça, c'est certain, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Donc, comme me disait ma compagne, c'était une idée d'elle, mais c'est une très bonne idée, tu peux peut-être aller voir à ce moment-là l'administration française avant d'entamer les démarches d'immigration, ou même si elles sont déjà entamées, et demander ce qu'on appelle ici au Canada un pardon. C'est ça que tu demandes pour en fait effacer ton casier judiciaire, surtout à partir d'un moment où c'est des petits délits, par exemple, de la petite criminalité de rien du tout. Bon, tu as fait des erreurs, des bêtises quand tu étais plus jeune, ça arrive à certaines personnes. Et de dire, bon ben voilà, maintenant, moi c'est terminé, est-ce qu'on peut effacer ça de mon casier judiciaire? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, peu importe. Et ça serait bien que ce soit que j'ai plus ça en arrière comme casserole quoi. Donc ça à la limite voilà, c'est peut-être une démarche, une idée de ma compagne, je pense que c'est une bonne idée. Peut-être une démarche que tu peux aller faire si tu es français par exemple, je sais pas, à l'administration de ton pays, l'administration française, d'aller voir si tu peux le faire enlever de ton casier judiciaire. Parce que effectivement le Canada a accès à tout. Je sais que le casier judiciaire fonctionne avec des lettres. Donc tu as l'offense que tu avais fait au début qui est tout en haut et après ça A, B, C, D, E, etc. et ça descend jusqu'en bas. Là, c'est plus visible, mais le Canada, lui, a accès à tout jusqu'à la dernière page. Même si elle est plus visible, ils peuvent aller chercher jusque-là. Donc effectivement, il ne faut plus que ce soit là. Dans le cadre de l'ami, tu l'avais vu, si tu as regardé la vidéo intitulée Mon histoire, lui, il lui avait interdit de territoire au Canada pendant 5 ans. Donc il ne pouvait plus venir ici au Canada pendant 5 ans. Il disait aussi, pas 5 ans, c'était plusieurs années, mais c'était pas 5 ans. Il disait que en fait, tu étais passible d'un temps de prison de 5 ans au maximum si tu étais en état d'ébriété au volant de ta voiture, mais ça c'est la peine maximale, hein, donc si c'est ton cas. Et il était interdit de territoire pendant 1 an ou 2, je pense qu'il ne pouvait plus recommencer à faire son dossier d'immigration pendant ce temps-là. Et voilà, tu vois, c'est quand même, il rigole pas avec ça. Donc c'est mieux de mettre des chances de ton côté et essaye de radier ça si tu peux de ton casier judiciaire. Faut voir avec l'administration, j'imagine. C'est la meilleure idée. C'est ma compagne, c'est une bonne idée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette autre vidéo FAQ. Une autre vidéo FAQ après la vidéo FAQ, mais comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai tellement de questions, peut-être c'est à cause du live, je sais pas. J'ai tellement de questions que voilà, ça fait finalement du contenu pour tout le monde parce que je réponds à des questions qui peuvent intéresser le plus grand nombre. On va faire mais j'ai plus rien à dire. Pour une fois, j'ai plus rien à dire. On va faire la conclusion tout de suite. Donc, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions ou des commentaires. Dans les commentaires. Un petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. Il est où le pouce bleu? Il est là. Voilà. Le compte Instagram. Qui existe toujours. Oui, exactement. Et que, tu ne sais pas ça, hein? J'actualise. J'actualise. J'essaye en tout cas d'actualiser du mieux que je peux.
Et voilà, qu'est-ce qu'on se dit Alors. avant ça? Attends, peut-être on va le placer avant ça. La vidéo va sortir juste avant la nouvelle année, donc on pourrait souhaiter une bonne année à tout le monde. Bonne année pour 2021. Yes! Et qu'est-ce qu'on se dit? Ben pour moi, je m'en vais chez Papy Baby, faut que on va se revoir en 2021. Bon, ben voilà, tout le monde est content de le Mais savoir. Et qu'est-ce qu'on se dit? Alors, voyure, ciao, bye, na 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 na. Bonne année! Bonne année 2020.